Cette émission est une présentation de Procolor et de Napa. Les pièces, on connaît ça. Bonjour et bienvenue à une autre émission de Passion Auto. Cette semaine, comme à l'habitude, on va avoir notre segment historique. On s'en va en Estrie rencontrer Michel Jaudoin. Mais avant tout, on retrouve d'abord Johan et son essai routier de la semaine. Simon, on est avec une voiture qu'on a conduite à quelques reprises. Ouais, à quelques reprises, puis qui nous rappelle surtout de très très bons souvenirs. Là. Oui. Écoute, la première fois que j'ai tourné un L4, c'était en 2016, pour une deuxième saison de propulsion. Tu n'étais pas encore avec nous autres. Et on avait tourné ça dans un tunnel où, à l'époque, on faisait beaucoup de scénarisation. Ouais, je m'en rappelle. Ouais, c'est ça. Fait qu'on était un band rock qui s'appelait les L4. Et je faisais partie du groupe. Déguisé en batteur avec des habits de cuir, si je me rappelle bien. Du surnom Panthers. Oh oui, ça devait être chic. Moi, c'est Panther. On est les Hellcat. On est des musiciens à temps plein, mordi. C'est quoi que vous fuyez dans ce temps-là? Vous faites des scénarios de même? Écoute, ça c'était... C'est la vieille époque. Ça a vraiment commencé, tu sais, dans un garage. On a parti notre bande dans un garage, puis là, On est dans un tunnel. on est dans un tunnel. Après ça, on a eu aussi, avec la première année que tu es venu, saison 3, Oui. et là, on a embarqué, t'as dit, regarde, on va emporter mon NASCAR contre le L4. Puis Carl qui nous a mis ça dans la boucane solide avec moi accroché au pare-choc en arrière. Ah oui, à un pied du pare-choc. Puis là, c'était Marcel, il a dit, les boys, moi, j'apporte l'auto, je mets du gaz de course là-dedans, puis inquiétez-vous pas pour les pneus. Ouais. Carl, lui, a déchaussé la voiture à Icar, comme ça se peut pas, mais ça a fait des images encore une fois extraordinaires. Mais, tu sais, j'essaie de me souvenir qu'est-ce qu'on a fait à part ça. Ben, moi, je me écoute. rappelle la fois où est-ce que t'as pogné un air après moi, puis c'était quasiment... je pense qu'il y avait vraiment un gros soupçon de vérité là-dedans. Là. T'étais pas bien content, Ça, cette fois-là. c'était à Montmagny. Ouais. La Mustang Bullet et le... C'est un non. Challenger. Et je me rappelle, si je me rappelle bien, il était manuel, ce C'est- Challenger-là. Oui, oui. L4 manuel. En partant, vous avez commencé, mes deux petites princesses, là, à dire « Ah, ben moi, je vais avoir le Challenger. Les deux voulaient avoir le Challenger. Personne ne voulait embarquer dans le Bullet. » Là, j'ai dit « Regardez, les boys. » Là, j'ai tout changé, mon organisation, pour dire « Bon, ben regarde. Carl, tu commences avec le Challenger. Après ça, ça va être le contraire. On va faire un switch. Puis là, tout le monde va être content. » On l'a fait. Mais à un moment donné, sa piste, ça ressemblait plus à une locomotive. Un wagon de fumée. Ah, c'est comme ça qu'on écoute, appelle ça. et j'avais plus mes commanditaires pour les pneus. Ouais. Ça me coûtait total. Mais j'avoue que je t'avais pas mal engueulé. Ah non, t'étais pas content. T'étais pas content, mais ça a fait de la bonne TV, par exemple. Arrête ça! Ouais, c'est comme si t'avais pogné une coche. Ils sont bien usés. Arrête! Tu l'as allumé tout le long! Non, Ouais, là, c'est t'as fait tout le tour, là. On avait fait aussi Camaro contre Challenger à Montmagny aussi. Carl Il était a été obligé, parti, il était obligé de s'en aller OK. parce qu'il y avait des rendez-vous, mais on n'avait pas assez d'images. Fait que j'avais embarqué dans le Challenger. Ouais, oui, je me rappelle. J'avais embarqué dans le Camaro, puis on avait fait, comment dire, on avait Un peu de boucan. un peu de boucan pour les biens de l'émission. C'est bien de la cause. Ouais. Et la voiture qui avait 78 km, Flambant neuf. j'avais atteint 304 km/h dans mon show de boucan avec une voiture flambant. Ah, c'était vraiment intelligent quand on y Ah, repense, là, pas c'était pire. n'importe quoi. J'avais fait une vidéo avec Andrew Ranger avec deux Charger L4 que Marcel nous avait prêté. OK. Puis notre ami Frank Fournel, Frank, on avait fait un stand d'avion avec lui. il avait fait c'était ça. Bon, ben, on avait fait écoute, c'est un spectacle. Frank, c'est un pilote d'avion incroyable. Ça a tellement fait un bon spectacle. Mais ça me rappelle la fois avec la BMW où ce que Carl avait touché à l'avion en plein Alors, vol. ça, c'était quelque chose. Ça, Ah, c'était ouais. quelque chose. Ça, c'était des beaux souvenirs aussi. Oh oui.
Là, on est dans les Laurentides, là. J'ai décidé qu'on allait rendre hommage, de vrai. OK, comment? À la 100 piste. Ouais, mais attends, quelle piste? La piste de Mont-Tremblant? Ben oui. Non, attends un peu, là. Attends-tu. On leur a envoyé la main, bon, passe, je te le dis. Hein? Il faut bien rendre hommage à cette auto-là. Et j'ai tellement de bons souvenirs, moi, qu'une. Ah, regarde, Avec un Charger un L4, événement, là. C'est un événement Porsche. Ah, regarde, ça passe. Check, ça Le passe. gars- C'est marqué événement privé, mais c'est pas grave. Check, je l'avais dit. On est déjà Les rentré. caméramans sont déjà là. C'est organisé, cette affaire-là? Ben non, y a rien d'organisé là-dedans, c'est bon. Attends, là, tu On va aller niaises, voir. là? J'ai même amené un beau casque juste pour. Oh, mon... Puis t'as enlevé la palette. Avoue que c'est beau. Ah, tu me niaises. T'es juste là d'avoir la face un peu plus ronde. Déjà que t'es déjà joufflu. Oh, t'es mignon! Calique. Non, mais avoue que j'ai pensé à tout pareil, là. Hein? Ah, je regarde, je triple, là. Mais tant qu'à rendre hommage à une voiture avec laquelle on a eu tellement de plaisir. Non, ben, je suis d'accord, là, mais c'est juste des Porsche, là. Ouais, mais c'est un détail, ça. Ben voyons donc. Je peux pas croire qu'on embarque Écoute, le son. avec un Charger jailbreak, Oh, ouais, mais là, écoute, la piste de Mont-Tremblant avec des GT3 RS. c'est quand même 807 chevaux pareil, là. Ça n'a Quand pas même. bougé d'une GT3 RS pantoute, là. Ah, puis ça se démène, hein? Ben, quand même pas pire, là. On s'entend pour dire que c'est pesant, là. On s'entend Un pour peu de dire roulis. que le derrière veut passer en avant. Juste un peu. Et voilà. Zing! C'est Ça, fait. c'est une GT3 Cup, tu sais. Ouais, mais celle-là, c'est une vraie voiture de course, là. Déjà, c'est pneus slick. Hey, on s'entend pour dire qu'on roule une grosse berline, nous autres, là. C'est ça. Son du moteur du V8 avec le superchargeur, c'est écœurant. Le silage mécanique, là, moi, ça me fait triper, là. Ah oui. Écoute ça en sortie de virage, là. Un bon vieux V8 de 6,2 litres. Je vais m'ennuyer de ça. Le gars, il nous regarde en voulant dire « Qu'est-ce que vous faites ici, vous autres? C'est sûr. » Ouais, ben tu m'as réservé une petite surprise. Ben oui, d'après moi, t'as aimé ta surprise en plus, hein? Mais c'est pas moi, là. C'est pas moi, là. Non? C'est Marcel. Marcel, il voulait qu'on vienne essayer sa voiture sur la piste. Fait que voir lui, de quoi qu'elle était il s'est capable. dit que c'était une bonne idée de se prendre contre des Porsche GT3 RS. Ben, tant qu'à faire. Hein. Côté poids, côté puissance, c'est plus pesant, mais on a plus de puissance qu'une Porsche. 807 au lieu de 514. Exact. Par contre, c'est sûr qu'on se le cachera pas que la Porsche est agile parce que en virage, au freinage, la coche est un petit peu plus élevée en termes de performance. C'est une berline, c'est fait pour aller faire l'épicerie. C'est ça qui est drôle. Là. On va mener les enfants à l'école. Essaye de faire ça avec une GT3 RS. C'est ça, exactement. Je serais quand même curieux de reprendre ce duel-là, mais c'est une piste avec moins de courbes, plus de longueur. Puis on s'entend pour dire que l'accélération, c'est sa force, cette voiture-là, mais on parle d'accélération. 0-100, 3,4 secondes. Le GT3 RS, il faut faire attention, 3,2. Par contre, la vitesse de pointe, 296, la Porsche, mais celle-là, 324 km/h. Exactement, 324 C'est hallucinant, km/h. là, quand même. C'est Ça commence à- vraiment rapide. C'est là. digne de toutes les voitures exotiques qu'on trouve sur le Exactement. marché. C'est aussi rapide. là. Tu sais, il y a le facteur poids aussi qui arrivait un petit peu contre nous autres, mais côté puissance, on était... Rapport poids-puissance, ça se ressemble quand même. Mais écoute, au niveau du poids, on le regardait tantôt, là, c'est 1300 livres de différence. 3300 livres pour la GT3, 4600 livres pour celle-là. Mais là, il faut pas oublier quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut pas oublier? Faut pas oublier que tu étais passager. Fait que rajoute un 300 livres de plus. là. Je vais m'ennuyer de ça, tu sais. C'est une des dernières vraies voitures avec laquelle on peut avoir du fun, on peut s'amuser. Puis là, on regarde où est-ce qu'on s'en va. C'est le Lascal cette année. Puis il y a une édition même qui s'appelle Lascal. C'est ça. Ça, c'est... On retrouvera plus l'esprit américain qu'on retrouvait avant. Là. Puis Définitivement, on va être en deuil. On va être perd- en deuil on de perd perdre le tranquillement, L4. là. Ouais, Et la bonne nouvelle, certain. c'est qu'on en a profité en masse. Puis c'est sûr qu'on va encore en profiter. C'est certain. Mais- Je veux dire, ils disparaissent pas. C'est juste qu'ils en vendent plus. Là, mais- Oh, elle fait un petit show de boucan, là, Marcel?
OK. Bonjour, on peut vous aider? Ça sent donc bel gaz ici, c'est quoi? T'as une équipe de course? Tu me fais-tu visiter? Ben, Colin, oui, tu veux t'enlever ton manteau? Là, avec une équipe de course comme ça, là, je vois le nombre de voitures. Vous avez combien de pilotes? Cette année, en 24, on va avoir 2 pilotes. OK, mais pourquoi vous avez autant de voitures? 2 voitures d'ovale, 2 voitures de road course. Ça prend un road course de spare, s'il arrive de quoi pour les 2 pilotes. Puis ça prend un ovale de spare. Ça nous prend 6 voitures pour rouler. OK, parce que tu peux pas faire de l'ovale Avec la même auto, non. Ça, c'est un auto d'ovale. OK, puis c'est quoi les différences entre l'ovale puis... Les châssis, le châssis est différent, mais c'est surtout au point de la suspension qui est différente. Parce qu'un ovale, ça tourne tout le temps à gauche. Que de la minute qu'on pousse l'auto, le volant va tourner tout seul. Il va vouloir tout de suite tourner. Tandis que quand tu roules avec un road course, tu tournes à gauche, à droite. Fait que l'auto, il faut qu'elle soit bon dans les 2 directions. Ici, c'est le road course qu'on est en train de regarder la suspension avec le pull-down rig. Ici, l'ingénieur va t'en parler sûrement. Ça, on va stripper ça. Vous avez un ingénieur ici? Oui, maintenant, on a un ingénieur qui est Étienne OK, mais là, Clich. Étienne Clich? Salut, C'est man. un honneur de faire moi ta aussi. connaissance. Enchanté. Je suis vraiment content de te voir. Comme gêné. En attendant que vous jasiez ensemble, allez faire un coup de téléphone. J'y fais attention. Sondine, non, je sais. T'es plus petit que je pensais. Ah, T'es plus grand que je pensais. Tu peux dire gros. T'es sorti du Québec, t'es Ouais. allé aux Je États-Unis. suis parti du Québec, ça fait 8 ans. Je suis allé à Charlotte, en Caroline du Nord. Puis, La place NASCAR ouais. Redneck par j'ai excellence. travaillé avec plusieurs équipes de NASCAR. Puis j'ai terminé avec l'équipe de Michael Jordan. Quand même. Puis j'étais l'ingénieur en chef pour Bubba Wallace puis Tyler Reddick. C'est tout moi qui faisais dans le fond tout ce qui est relié à la performance de la voiture, les setups, l'aérodynamique. Mais là, concrètement, t'arrives avec ton bagage d'expérience, t'arrives avec ton cerveau que je paierais cher pour avoir. C'est quoi que t'apportes aussi comme outil? Tous les systèmes d'acquisition de données. Dans le fond, on va mettre des sensors sur la voiture, puis on va être capable de trouver qu'est-ce que la voiture a fait sur la piste. OK. Fait que vous collectez les données de n'importe quelle piste, Oui, puis une fois que vous avez ces données-là, vous le rentrez dans cet ordinateur-là. exact. Puis il va... Puis là, on commence à faire de l'optimisation. On est capable de voir, OK, là, la voiture a fait ça, mais dans le fond, on veut qu'elle fasse autre chose. Ah, Fait OK. que là, on est capable de vraiment tout analyser, puis de faire l'amélioration sur la voiture. Fait que tu vas arriver à Icar, la neige va être fondue, ta suspension est déjà réglée pour Icar, puis vous avez déjà testé la voiture, mais en restant dans votre garage. Exact. OK, dis-moi donc les secrets, genre, qui pourraient être bons pour les autres équipes avec notre auditoire. Quand même de la grosse remorque, ça. Pas mal gros, c'est des 53 pieds qui sont faits exprès pour le NASCAR. C'est des remorques à 2 étages. Mais ça, c'est assez dispendieux. C'est qui votre principal commanditaire? Fait que tu vois la grandeur de la remorque, Johan, c'est toutes les pièces pour la voiture. Il y a une voiture complète en pièces là-dedans. Puis là, c'est n'importe où, là, tu rouvres n'importe quelle porte, il y a vraiment des Non, ça, outils c'est le partout. frigidaire. Ah, c'est le frigidaire. Bon. Là, t'as les autos au-dessus, là. Oui. Ben là, il y a un auto dedans, mais c'est pas une auto de course. Il y a un auto dedans, C'est mais quoi c'est l'auto, un Shelby ça? qui est dedans. C'est mon Shelby qu'on sert là en hiver. Même à l'hiver, vous travaillez dessus, là. Ben nous autres, notre plus gros rush, en vrai, c'est à ce temps-ci de la saison, parce qu'il faut préparer les autos pour l'année prochaine. Puis il faut réhabiliter les 6 voitures toutes les années. À chaque année. À chaque année, il faut réhabiliter 6 voitures. Tu vois les moteurs qui sont débarqués, ces moteurs-là s'en vont se faire réhabiliter. Ça, c'est l'ovale de l'année passée que Kevin a roulé, fraîchement réparé. Elle est toute finie de remonter. Kevin Lacroix, là. Oui. OK. Il est ici, Avec- lui? Kevin, oui, tu sais. OK. C'est un honneur. Je suis tellement content. Donc, ben du monde dans ce trailer-là. on cache tout d'affaires. Tout du beau monde, Caroline. Fait que je te laisse avec Kevin. Hey, un merci peu. bien gros, hein. Fait plaisir, Johan. C'est bon. Salut. Yes. Je suis gêné, là. Comment ça? Ben, je sais pas, c'est Kevin Lacroix, là. Ben voyons donc. Dans la vie de tous les jours, là, je veux dire, tu conduis des NASCAR, tout ça, mais tu conduis quoi?
mais j'ai un Audi Q8 électrique. Oh. Je pensais que t'aimais les chars. Ben oui. C'est un auto électrique, non? C'est quoi tes appréhensions là, pour cette année? Là? Ben, écoute, des gros changements, puis ça fait juste comme donner plus out. Normalement, je suis quand même... ma tête, elle sort des courses pour tout l'hiver, puis je me remets aux courses plus comme au mois de mai. Mais là, on dirait que je commence déjà à appréhender tout ça. On a des bons changements, ça va rendre ça des choses intéressantes. Puis je commence à avoir hâte. Merci bien gros, là. Cette semaine, on s'est déplacé dans les cantons de l'Est pour venir voir une personne importante dans la région, impliquée dans les voitures antiques. D'ailleurs, il est le responsable pour Véhicules Antiques Québec, le VAQ, pour la région des cantons de l'Est. Et j'ai nommé Michel Jaudoin. Salut Michel! Salut mon cher! Hey, merci de nous accueillir. Bienvenue ici. Beau garage. Bon, garage, oui. Intéressant. Puis projet assez récent, là. On a fait ça, la pandémie a servi c'est la beaucoup, pandémie qui a fait que mon ami et moi, on s'était rencontrés juste avant la pandémie. OK. Elle avait des très bonnes idées, puis OK. on a parti une décoration ici, une décoration là. C'est pas encore terminé, mais on est bien avancé. Là, je veux commencer par le véhicule qui te tient probablement, en fait, ils te tiennent tous à cœur, mais tu as une histoire spéciale avec les Hudson. Oui, les Hudson. Mon père, en 62, j'avais 9 ans, il y avait une Hudson décapotable, une Hornet, qu'il avait payée à l'époque 125 $. Fait que c'était la meilleure voiture qu'on a jamais eue, parce qu'avant ça, on avait eu d'autres qui étaient bonnes, mais gardait ça 3 mois, réparait, faisait un petit profit, revendait, puis Mais je me suis toujours dit, un jour, je veux une Hudson. Fait que finalement... Puis l'histoire de cette Hudson-là est intéressante, parce que ça a été transmis de père en fils, puis tu as remplacé le fils à un moment donné. Exactement. Le grand-père l'a donné à son père à lui, puis lui, puis sa retraite, il dit à sa femme, je refais la Hudson au complet. Il a été fait rôtisserie, il ne restait pas de rien. Refait à neuf. Il a fait quelque chose d'impeccable, là, en dessous comme en dessus. Il est parti, il est parfait partout. C'est une bonne routière. Puis j'ai toujours rêvé d'en avoir une comme si j'avais été chercher dans le showroom. Puis ça. Autre modèle qui est intéressant, puis tu dis que celui-là non plus, il va mourir avec toi. Ford 37. Le Ford 37. Ford 37. Celle-là, c'est une autre histoire. C'est un docteur qui l'avait restauré à l'os. Moi, j'ai jamais vu un char restauré comme ça. C'est dans le style de l'autre, là. Le dessous, partout, même en dessous, les gars du Club de la Manivelle. Ce gars-là, il dit, nous autres, on a des modalités, puis il nous suivait, puis on était obligé de l'attendre parce qu'il faisait tellement attention. Non, je regardais en dessous, mettons, les lignes à break. Il allait moins vite qu'un modalité. Ah oui, les lignes à break, puis tout ça, là, il a comme mis un tissu entre les deux. Non, la voiture... Puis là, t'en as un troisième qui est un projet. Parle-nous de ça, parce que ça aussi, c'est une histoire intéressante. C'est un projet assez émotif. C'est un de mes amis qui a acheté ça il y a 40 ans à Quaticook. Lui, il a roulé pendant 1 an, puis là, il a tout restauré la carrosserie, là, disons, en gros, là, le câble. Et puis, après ça, il a mis ça de côté, élevé ses enfants, s'occuper de son garage. Puis là, c'est devenu son projet de retraite. Mais il y a 1 an et demi, il a fait un AVC très sévère. Il est en fauteuil roulant, paralysé d'un côté. Fait que là, on s'est réunis, les chums, tout ça, puis on avait toujours des projets ensemble. Puis là, les gars, ils ont dit, Michel, t'as la place. Si tu l'achètes, nous autres, on va venir t'aider à le remonter. Parce que moi, je suis pas le grand mécano, là. Fait que j'en sais un peu, mais pas assez pour... Fait que finalement, ben on a pu entendre, puis là, c'est moi qui l'ai acheté. Puis là, ben... Mais ce qu'il y a d'intéressant dans tout ça, c'est que tu as vendu 2 de tes autos pour faire de la place pour le projet. Exactement. J'avais une Hudson encore 1926, puis j'avais une belle SX 1929 qui va être dans un film très bientôt. Là. OK. Puis finalement, ben là, je les ai vendus à perte. Le gars qui a pogné les deux, là, j'ai fait un deal. Il a fait une bonne affaire. Que jamais... Mais je voulais que l'autre projet vienne. À un moment donné, comme disait mon père, on met ça dans les profits et pertes. Là. Il y a des fois, tu peux te reprendre sur un, tu... Hey, merci. Ça m'a fait merci pour la visite. Plaisir. C'était très plaisant. Aujourd'hui, à nos capsules historiques, on va parler de l'essuie-glace, une invention où, vous allez le voir, il y a beaucoup d'intervenants qui ont eu leur mot à dire. En fait, le premier qu'on pourrait nommer, c'est George Capewell. C'est un Américain qui, en 1896, a inventé un système qu'il appelait un dispositif pour embarcation lente. Donc, c'était pour le nettoyage des vitres, mais ça convenait plus à l'époque pour les trains.
Après George Capewell, on a eu des Polonais, des Anglais, des Européens qui se sont, d'une manière ou une autre, attribués des brevets pour des dispositifs de nettoyage de vitres. Il y avait des nuances d'un à l'autre, c'est pour ça qu'on pouvait donner des brevets différents. Mais l'histoire s'accorde à dire que c'est une femme, Mary Anderson, le 18 juin 1903, qui a inventé ce qu'on pourrait appeler les premiers essuie-glaces. En fait, elle appelait ça, elle, le dispositif de nettoyage de fenêtres. Alors, c'était assez simple. À l'époque, la plupart des véhicules avaient des pare-brises verticaux, souvent séparés en deux. Elle avait mis un petit essuie-glace de chaque côté qui, imaginez-vous, est actionné à la main dans l'auto. Le premier essuie-glace, en fait, le premier brevet d'essuie-glace et non pas du système, c'est un autre Américain, John O'Shea, qui travaillait pour Tri-Continental Corporation. Lui a inventé le premier balai en 1917 et aujourd'hui, Trico est une des plus grandes compagnies qui fabriquent des essuie-glaces à travers le monde. Là, il faut parler d'une histoire intéressante parce que ça a fait l'objet d'un film. Si un jour vous voyez ça, ça s'appelle Flash of Genius, un film qui a été produit en 2008 qui raconte l'histoire de Robert Kearns. Robert Kearns, lui, a inventé les essuie-glaces intermittents. Il était professeur d'université et s'était basé sur les réflexes de l'œil qui clignote pour le balayage des essuie-glaces. Il avait présenté son invention à Ford. Ford l'a refusé en disant « Oh, ça coûte cher, ça ne sera pas efficace, ça n'a pas été éprouvé ». C'est resté lettre morte jusqu'à temps que l'année suivante, sur les produits Mercury, on a présenté des essuie-glaces intermittents, évidemment en se basant sur l'idée de Robert Kearns, mais on avait modifié juste assez de choses sur le brevet de Kearns pour ne pas lui donner d'argent. Kearns a poursuivi Ford en justice, a gagné son procès, a finalement eu un dédommagement et c'est passé à l'histoire. L'homme a réussi à défendre son point, mais ça prouve que quand on a un peu de culot, ben des fois c'est payant. Alors voilà, c'est un peu l'histoire des essuie-glaces et ça met fin à notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de ProColor et de Napa. Les pièces, on connaît ça. La semaine prochaine, à l'émission... Les feelings de conduite, on peut pas être plus connecté à la route que ça, c'est certain. Avec un bon vieux V8 dans une Anglaise. Vous êtes-vous déjà demandé qui prépare ces si beaux véhicules qu'on voit chez les différentes personnes qu'on rencontre? Bien, c'est exactement ce qu'on va vous proposer aujourd'hui à l'émission